Un seul ingrédient pouvait tout changer, et ce n'était ni un talisman rare, ni une formule mystique réservée aux initiés. Selon une sagesse juive populaire transmise par des anciens de son quartier, c'est quelque chose que l'on trouve dans presque toutes les maisons, le vinaigre blanc. Ce n'est pas la potion magique d'un conte, ni un décret divin gravé dans un livre sacré, mais une pratique simple, tournée vers la réparation et l'équilibre, pour rendre au mal son origine sans se livrer à la haine. Si tu veux que je t'explique la méthode complète, écris « oui » en commentaire, et je te la détaillerai pas à pas. Je vais te raconter l'histoire de Gabriel. Ce n'est pas un héros dramatique de roman. C'est un homme ordinaire que la vie avait traité avec douceur jusqu'à ce que quelque chose d'invisible commence à l'éroder. Il tenait une petite boutique d'objets anciens, un lieu où le cuir usé et le papier jauni racontèrent des vies. Chaque matin, il faisait du café, balayait le seuil, allumait la lampe qui tombait en plein milieu de l'après-midi, et saluait les mêmes clients qui, pendant des années, revenaient pour la même tasse d'histoire et la même curiosité à chiner. Sa vie tenait à ces gestes répétés. Ouvrir à 9 heures, sourire à la cliente fidèle, réparer un dos de livre abîmé, rire avec le livreur. Puis tout s'est mis à glisser, comme si on avait introduit un grain de sable dans la mécanique douce de son quotidien. Un à un, les clients ne revenaient plus. Les appels qu'il recevait autrefois pour des commandes se réduisirent au silence. Un matin, une cliente entra, chercha un objet qu'elle avait déjà acheté chez lui, se figea, le regarda comme s'il lui était inconnu et sortit sans un mot. Des rumeurs commencèrent à circuler, minuscules d'abord. « Tu as entendu parler de cette boutique ? Il paraît qu'il est… » Les mots n'étaient pas violents, mais ils plantaient des petites pierres sur son chemin jusqu'à le faire trébucher. Physiquement, Gabriel sentit quelque chose se poser sur sa poitrine. Ce n'était pas une seule maladie, ni une blessure visible. C'était une lassitude qui ne cédait pas au sommeil, une lourdeur matinale comme si les heures avaient été aspirées. Sa peau devint plus sensible aux odeurs, son estomac se nouait avant l'ouverture de la boutique, et des maux de tête apparurent comme de petites alarmes. Les nuits, il se réveillait en sursaut sans raison autre que la sensation d'être observé. Tout autour de lui, l'air semblait s'épaissir. On pourrait parler ici de stress, de concurrence, de mauvaise passe commerciale, et sans doute ces choses-là jouaient leur rôle. Mais Gabriel avait l'intuition d'une autre réalité, d'un mouvement sourd qui ne se voyait pas sur les factures ou les écrans. C'était comme si quelqu'un soufflait lentement sur la flamme de sa vie. La flamme vacillait, mais ne s'éteignait pas. Il cherchait des explications rationnelles, il consulta des amis, il parla à son médecin. Les réponses médicales le renvoyèrent à la fatigue, au besoin de repos, et c'était vrai en partie. Pourtant, les signes qui revenaient, une fissure dans la réputation, des revendeurs qui rompaient leurs accords sans raison, une sensation d'être suivi dans la rue, constituaient un motif qui demandait un autre langage. C'est à ce moment-là que Gabriel se souvint de son oncle Elias. Elias n'était pas un homme ostentatoire. Il vivait dans une petite maison au bout d'une ruelle, avec des livres empilés, des herbes suspendues, et une collection de chaises dépareillées qui semblaient en raconter des conversations. Il avait émigré jeune, avait connu des métiers divers, et s'était fait une réputation discrète dans la communauté pour ses conseils pondérés. Les voisins parlèrent de lui comme de quelqu'un qui connaît les façons anciennes. Une formule qui, dans la bouche des anciens, signifiait à la fois respect et prudence. Gabriel y alla sans espoir grandiose. Il y alla parce que le silence des autres remuait en lui une solitude plus profonde. Il trouva son oncle assis devant un petit plateau de thé, les mains tachées du travail des plantes. Elias le regarda, posa sa tasse, et attendit que Gabriel mette des mots sur le brouillard qui l'empêchait de respirer. Il écouta, sans interrompre. Quand la liste de petites catastrophes fut achevée, Elias eut ce sourire qui promettait ni miracle ni naïveté, juste une réponse ancienne. Il y a des manières de rendre au mal ce qu'il a envoyé, sans se salir les mains. Ce sont des gestes simples, transmis dans notre communauté, faits pour restaurer l'équilibre, pas pour punir dans la haine. Si tu veux, je peux te montrer. Il y a dans certaines traditions populaires d'anciennes communautés juives une attention particulière pour les actes de réparation. Des pratiques qui visent à rétablir le juste ordre quand quelque chose a été brisé. Elias expliqua cela d'un ton modeste. Pas comme une loi, pas comme une prescription religieuse officielle, mais comme une sagesse populaire. Ce cadre permit à Gabriel d'abaisser la garde de sa méfiance. Il accepta d'apprendre. La première chose étonnante que lui dit Elias, c'est que l'outil principal n'était ni couteau ni encens rare, mais un ingrédient banal, du vinaigre blanc. Simple, presque dérisoire, lui dit-il. Mais utile parce qu'il transforme et révèle. Le mot « transforme »
fit écho en Gabriel. Elias poursuivit. Selon cette sagesse, le vinaigre, par son acidité et sa nature domestique, symbolise la capacité à neutraliser et à clarifier. Surtout, il servait dans cette pratique comme médiateur du retour. Ce qui est envoyé retourne à son origine, mais sous une forme qui révèle son intention et renverse l'effet pervers. Je vois souvent le regard des gens se fermer quand j'emploie le mot « rituel ». Ils imaginent flambeaux, phrases incompréhensibles, actions théâtrales. Ici, ce n'était rien de cela. Les gestes proposés par Elias étaient modestes, presque artisanaux. Il insista sur une chose que je veux que tu comprennes aussi. Ces pratiques doivent être accompagnées d'une intention claire, humble et éthique. Elles servent de protection et de réparation, non d'instrument de revanche cruelle. Si tu n'es pas sûr de l'auteur du mal, dit-il, ne l'utilise pas. La justice exige des preuves. Avant d'entrer dans la méthode, Elias parla de signes, de comment reconnaître une attaque invisible et distinguer ce qui relève de la malveillance d'autrui et ce qui est simplement le hasard. Pour lui, l'attaque se caractérisait par une conjonction de facteurs. Dégradation simultanée dans plusieurs domaines de la vie, santé, réputation, travail, coïncidences répétées à l'encontre de la même personne, et une sensation persistante d'oppression qui ne répond pas aux remèdes ordinaires. Si ces signes étaient réunis, le geste proposé pouvait être envisagé, en gardant toujours à l'esprit le principe de prudence. Gabriel écoutait, notait mentalement, parfois hochant la tête comme on hoche pour se convaincre qu'on comprend. Il me raconta plus tard que la première fois qu'il vit le vinaigre, l'image le rendit sceptique. « C'est tout ?» se dit-il. Mais il y avait dans la voix d'Elias une manière de transformer l'ordinaire en sacré, non par mysticisme, mais par attention. Le sacré, parfois, s'habille d'objets communs, dit Elias. C'est dans la simplicité que l'on reconnaît la vérité. Il lui décrivit ensuite le matériel. Un petit verre en verre, rien de fragile, rien de précieux. Une demi-tasse de vinaigre blanc pur, un coin tranquille de la maison, de préférence le soir après 22 heures lorsque les énergies du jour se reposent, et sa propre intention nette. Il conseilla aussi de se laver les mains avant et après, de ne pas ingérer le vinaigre et d'évacuer le liquide selon des moyens domestiques sûrs, dans les toilettes ou jetés dans une poubelle à sortir, jamais sur une propriété d'autrui ou dans un geste d'hostilité publique. Avant que Gabriel n'essaie quoi que ce soit, Elias voulut lui enseigner la posture intérieure. Ne pas crier vengeance, ne pas indiquer nommément la souffrance que l'on souhaite infliger. Tu dois parler comme on remet une dette à son propriétaire, pas comme on brise un homme, dit-il. Les mots qui suivent dans ces traditions doivent donc être orientés vers le rétablissement de l'équilibre. Que ce qui m'est envoyé retourne à son origine, transformé, et que je sois restauré dans le calme et la justice. Cette formulation ne demande pas la souffrance, elle demande que le mouvement néfaste soit rendu à son point de départ, et là examiné. C'est une façon de voir la justice comme réparation, et non comme vengeance. Gabriel accepta d'aller au bout de ce qu'il pouvait faire lui-même. Il rentra chez lui avec la petite liste écrite sur un morceau de papier, verre, vinaigre, moment choisi. La première nuit où il se prépara, il sentit un mélange d'excitation et de peur. Une partie de lui espérait une explosion qui effacerait toutes les petites catastrophes comme un coup de vent. Une autre partie craignait le retournement, la responsabilité d'un acte dont il ne pourrait plus revenir. C'est normal. Toute démarche qui touche à l'équilibre moral met en jeu une part de risque intérieur. La préparation fut presque cérémonielle dans sa modestie. Il nettoya le verre, sentit l'odeur piquante du vinaigre en le versant, ferma les yeux et se rappela des paroles d'Elias. Sois précis dans ton intention, sobre dans ta parole, et surtout, maintiens la humilité. Il prit le verre contre sa paume, sentit le froid du verre, le parfum acerbe du liquide. Ce sont des sensations physiques qui ancrent l'esprit. Le corps devient le réceptacle d'une décision. Il inspira profondément, compta mentalement jusqu'à 3, puis encore jusqu'à 3 pour se calmer. Je dois arrêter un instant pour te dire quelque chose qui me semble important. Si tu te reconnais dans ces symptômes, fatigue inexpliquée, isolement soudain, anxiété qui ne passe pas, va consulter un professionnel. Les gestes que je décris ici ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un psychologue. Ils peuvent accompagner un chemin de réparation spirituelle, mais ne sont pas un traitement médical. C'est une précaution que ni Elias ni moi négligerions. La première tentative de Gabriel ne fut pas dramatique. Il prononça doucement la parole que son oncle lui avait suggérée, sans haine, sans appel à la douleur. Que tout mal qui m'est envoyé retourne à son origine,
et que je retrouve la paix et la justice. » Il fit comme on le lui avait indiqué. Il laissa le vinaigre reposer quelques instants dans le verre, puis alla jeter le liquide dans les toilettes. L'acte était banal, presque prosaïque, et c'est cette banalité qui le rendait contenable. Il se lava les mains, comme un artisan qui termine un travail. Ce soir-là, Gabriel dormit un peu mieux. La lourdeur sur sa poitrine diminua légèrement. Le lendemain, une cliente revint, hésitante, puis acheta une boîte qu'elle repensa utile. Ce furent des signes fragiles mais réels, comme des fissures dans le mur d'un grand barrage. Gabriel ressentit de l'espoir, mais il ne s'enflamma pas. Il savait que ces pratiques n'étaient pas des miracles instantanés, et Elias lui avait répété que la constance et la prudence importaient un plus qu'un geste isolé. Mais l'histoire ne prit pas la tournure paisible que Gabriel espérait. Au bout de quelques jours, d'autres incidents se produisirent, et cette fois la nature de l'agression parut différente. Les rumeurs s'intensifièrent, plus précises, plus empoisonnées. Quelqu'un avait commencé à répandre des mensonges sur ces objets, affirmant qu'ils étaient volés, que Gabriel avait joué un rôle douteux dans l'acquisition de certains lots. Les accusations, rapportées à voix basse, firent leur chemin dans le réseau des collectionneurs, et des propositions se firent attendre puis s'annulèrent. Tout cela ressemblait moins à une série d'infortunes qu'à une attaque organisée. Gabriel revint voir l'oncle, le regard sombre. Elias le regarda longtemps avant de parler puis dit « Quand le mal s'organise, il faut renforcer la méthode. Le vinaigre seul peut clarifier. Mais s'il y a une intention concentrée derrière, il faut que l'acte soit fait avec conscience et répétition. Aussi, tu dois être certain de ne pas confondre des alliés avec des adversaires. Les voix peuvent se cacher dans la foule. » C'est à ce moment que la narration prit une tournure plus tendue. On aperçut un voisin, discret, qui passait souvent devant la boutique de Gabriel en ralentissant le pas. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ses gestes, mais Gabriel l'avait surpris à observer la vitrine un peu trop longuement. Parfois, il s'arrêtait pour parler à un ami, et baissait la voix quand Gabriel le regardait. L'ombre du doute s'étendit. Était-il l'initiateur? Était-ce un faux coupable? L'accusation sans preuve peut détruire autant que la calomnie, et c'est pour éviter de blesser un innocent que le geste demandé par Elias exigeait prudence. Elias proposa alors une approche plus structurée. On préparerait le geste pour un soir précis, après avoir rassemblé certaines petites preuves, et on l'accompagnerait d'une prière de protection. Il se montra très clair. La justice qui guérit n'est pas aveugle. Elle se fonde sur le discernement. Il conseilla à Gabriel de tenir un journal des incidents. Date, personnes présentes, détails précis. Ce n'était pas seulement pour prouver qui faisait quoi, c'était pour que Gabriel reprenne le contrôle narratif de sa propre vie. Le carnet devint un instrument de guérison autant qu'un outil d'enquête. La préparation prit un relief nouveau. Cette fois, Elias proposa de petites modifications au rituel. Choisir un verre ancien trouvé dans la boutique, poser à côté une bougie blanche, non pas pour l'ésotérisme mais comme marque d'attention, et prononcer une déclaration plus longue, orientée vers la justice et la réparation. Il parla aussi d'un geste de restitution symbolique. Imaginez la rancœur retournant à l'expéditeur, transformée en lumière qui révèle la vérité plutôt que pour nuire. C'était une formulation subtile, destinée à montrer que l'intention était de restaurer l'équité. Gabriel accepta, mais la nuit choisie fut troublée d'un autre événement. Quelques heures avant l'heure indiquée, quelqu'un laissa une petite note dans la boîte aux lettres de la boutique. Elle n'était pas agressive au sens littéral, mais son ton était railleur, insinuant des choses sur l'origine de certains objets. C'était clairement une provocation. Gabriel se sentit au bord d'un précipice, céder à la colère et riposter sans preuve, ou rester dans la voie mesurée qu'on lui proposait. Il sentit la tentation d'exposer le voisin, de crier son indignation, d'appeler le propriétaire de l'immeuble pour le confronter. Mais Elias le rappela au calme. La colère aide parfois à voir plus clair, mais souvent elle empêche d'agir avec sagesse. Ils attendirent la nuit. Avant le geste, Elias prit la main de Gabriel, la serra comme pour transmettre une énergie tranquille, et dit « Tu dois être prêt à accepter les conséquences. Parfois, le retour que l'on provoque révèle une responsabilité chez l'autre. Parfois il montre que l'on a été victime d'une coïncidence, et alors il faut savoir retirer sa main. La sagesse consiste à faire le geste pour réparer, non pour se venger. » Gabriel se tint là, le verre prêt, le vinaigre brillant sous la faible lumière, le carnet posé à côté avec ses notes. Il éprouva une montée d'appréhension. C'était plus que la peur d'être découvert. C'était la conscience aiguë qu'un acte, même modeste, engageait sa vie morale. Il se demanda si, en rendant,
il tournerait une page, ou s'il ouvrirait une autre que l'on ne referme pas. Alors qu'il allait bientôt prononcer les paroles et accomplir le geste, comme je te disais, ces détails pratiques sont simples, la porte de la boutique s'ouvrit brusquement. Ce petit son, banal et pourtant si chargé, rompit le fil de l'attention. Gabriel se redressa, le cœur battant, et vit le voisin s'arrêter sur le seuil, les yeux brillants d'une expression indécise. Il n'y eut pas d'accusation, pas d'insulte, juste un silence lourd. Le voisin porta la main au front comme s'il cherchait quelque chose, puis prononça d'une voix basse « Je voulais te parler ». À cet instant précis, tout sembla possible et rien n'était sûr. Gabriel comprit que la suite de cette histoire ne dépendrait pas seulement du geste du soir, mais de la façon dont il répondrait à l'irruption de l'autre en chair et en os. Aller de l'avant avec rituel sans parler pourrait se lire comme un aveu de méfiance. Parler sans agir risquait de laisser la rancœur libre de croître. Il prit une inspiration, posa doucement le verre sur la table et se demanda si, peut-être, la justice cherchait d'abord la parole avant l'acte. Je m'arrête là pour l'instant. L'odeur du vinaigre est encore dans la pièce, le carnet est ouvert, et la silhouette du voisin se découpe dans l'ombre. Gabriel est à la croisée des chemins. Faire confiance à la parole ou poursuivre le rituel pour faire revenir ce qui lui a été envoyé. L'issue reste en suspens, prête à basculer selon la prochaine décision. Celle qui décidera si le mal sera rendu à son origine, si une vérité sera révélée, ou si la blessure s'approfondira. Le voisin resta là, immobile, comme si la boutique était devenue une petite scène où chacun attendait la fin d'un acte. Gabriel posa le verre sur la table avec un soin lent, comme pour marquer qu'il choisissait le contrôle plutôt que la réaction. Je me souviens très bien de l'expression sur son visage. La fatigue, oui, mais mêlée d'une curiosité presque timide. Il avança d'un pas, et m'a dit après qu'il avait senti, à ce moment, que l'enjeu n'était plus seulement de chasser un mauvais sort, mais de décider quel genre d'homme il voulait être en réponse à l'offense. Le voisin prit la parole à voix basse. Il ne cria pas, n'accusa pas. Il parla comme quelqu'un qui hésite à confesser une faute sans être certain de ce qu'il va révéler. « Je suis venu parce que je ne sais pas par où commencer, » dit-il. Il avoua qu'il avait été pris dans une étape compliquée de sa vie. Des dettes, des pressions d'un autre quartier, la crainte de perdre son travail. Quelqu'un, un tiers dont il ne voulut pas donner le nom d'emblée, lui avait suggéré de semer des doutes, de laisser courir des bruits. Il avait suivi, par peur plus que par haine. Il expliqua qu'il ne voulait pas ruiner Gabriel. Il croyait qu'en l'éloignant un peu on lui rendrait service, comme on réoriente un mauvais client. Sa voix tremblait quand il dit ces mots. On sentait la honte plus que la colère. Dans bien des récits, ce serait le moment où la victime demande réparation publique, où la vengeance se nourrit d'un chef d'accusation lancé avec fureur. Mais la sagesse qui avait guidé Gabriel jusqu'à la table d'Elias l'avait déjà préparé à une posture différente. Il écouta. Il posa des questions précises, calmes. Qui l'avait poussé? Où? Quand? Le voisin répondit par bribes, donnant des éléments que Gabriel nota dans son carnet. Rien qui fasse justice d'un coup, mais suffisamment pour comprendre qu'il y avait un réseau, ou au moins une main qui tirait quelques ficelles. Ce dialogue changea la donne. Gabriel comprit que la violence morale pouvait se réparer en partie par la parole, avant d'être renvoyée par un geste symbolique. Il proposa au voisin deux choses. D'abord, qu'il cesse immédiatement toute action de nuisance. Ensuite, qu'il coopère pour clarifier la vérité auprès des clients perturbés, à son rythme. Le voisin accepta, en larmes, promettant réparation. C'était peu, peut-être, mais c'était une ouverture. Gabriel sentit que la tempête pouvait être stoppée avant d'escalader. Pourtant, les rumeurs n'avaient pas toutes disparu à cause d'une confession. Elles avaient pris racine dans des logiques sociales et commerciales qui demandaient plus qu'un aveu. Il fallait un acte qui restaure un cadre, un rituel qui signale à la communauté que quelque chose a été remis en ordre. C'est là qu'intervint à nouveau la pratique transmise par Elias. Non comme un doigt pointé vers la punition, mais comme un instrument pour refermer une brèche et rendre au mal son origine, tout en laissant place à la parole et à la réparation humaine. Quelques jours plus tard, après des échanges mesurés avec le voisin et un début de clarification auprès de certains clients, Gabriel choisit un soir pour accomplir ce geste dont nous avions parlé. Cette fois, il le fit avec la conscience du lien humain qui venait d'être tissé. Il ne cherchait pas à écraser quelqu'un. Il cherchait à sceller une étape de guérison. J'étais là, parce que je sais combien ces moments demandent un témoin pour ancrer la décision dans la réalité. La mise en scène demeura humble. Il prit un petit verre en verre trouvé parmi ses objets, un verre usé, au bord légèrement ébréché, ce qui lui donnait plus de vérité que n'en auraient eu des coupes neuves.
Il plaça une bougie blanche à côté, non comme magie mais comme marque d'attention. Allumait une flamme pour dire que l'on entre dans une tâche consciente. Il versa une demi-tasse de vinaigre blanc pur. L'odeur piquante monta, nette, familière. Il ferma les yeux et respira profondément. Il reconnut la sensation d'être debout sur la ligne qui sépare la colère de la paix. Voici, dans la forme plus complète que son oncle lui avait enseignée, la façon dont il procéda, et que je décris pour que tu comprennes la simplicité et la prudence de la méthode. Il s'assit face au verre. Il posa le carnet à côté, ouvert sur les notes qui attestèrent des incidents. Il prit le verre dans sa main droite, sentit le froid du verre, sentit le poids. Il visualisa la perturbation qui avait frappé sa vie. Non comme une silhouette à haïr, mais comme un courant sombre qui circulait et qu'il souhaitait renvoyer à son point d'origine, pour qu'il soit examiné et transformé. Cette visualisation n'était pas destinée à humilier un être humain, mais à désamorcer une force qui s'acharnait sur lui. Sa déclaration fut simple et ferme, orientée vers la justice plutôt que vers la vengeance. Il dit à voix claire. Selon des traditions populaires d'anciennes communautés juives, je demande que ce qui m'est envoyé retourne à son origine, transformé par la vérité, et que je sois restauré dans la paix et l'équité. Que la lumière révèle ce qui est caché, que la justice soit faite sans haine. Il n'appela pas explicitement la douleur sur personne. Il parla de transformation, de lumière, de vérité et de restauration. C'est une nuance importante. Il demanda une révélation et un rétablissement, pas la démonstration de la souffrance. Il laissa le verre reposer quelques instants, comme on laisse une décision infusée. Puis, sans gesticulation, il alla évacuer le liquide. Il choisit de le verser dans les toilettes et de tirer la chasse, une façon domestique, propre, de se départir du contenu. Puis il remit les eaux usées loin de la vue, jeta l'éventuelle note ou débris dans un sac poubelle à sceller, et le lendemain il sortit ce sac avec les ordures habituelles. Il se lava soigneusement les mains, parce que le geste est aussi matériel. La propreté clôt l'acte. Les premiers signes ne furent-ils pas spectaculaires. Quelques clients reprirent contact avec prudence. Certains hésitaient, d'autres revenaient par petites vagues. Gabriel sentit la pression sur sa poitrine diminuer, une fois encore, de façon progressive. Ce qui suivit n'était pas un châtiment spectaculaire porté à un seul coupable. Le voisin, confronté à sa propre conscience et aux preuves rassemblées, eut à affronter des conséquences sociales. Il dut rendre des excuses publiques à ceux qui l'avaient influencé, et certaines relations qu'il avait nouées par facilité se dégradèrent. Ce fut moins une jubilation qu'une correction sociale. Les actes ont des retombées, et la communauté, quand on lui présente des faits simples et une volonté de réparation, a ses propres formes de jugement. Après quelques semaines, le tableau changea de façon plus nette. Les collectionneurs qui s'étaient détournés revinrent, mais plus attentifs. Certains proposèrent même de publier une petite note de rectification dans un groupe de passionnés, expliquant qu'une controverse avait été mal interprétée. D'autres demandèrent des signes de transparence à Gabriel, des factures, des histoires d'acquisition. Et il s'y prêta. Sa boutique reprit son rythme. La fatigue qui pesait sur lui diminua encore, il dormait mieux. Les maux de tête s'espacèrent, sans pour autant prétendre que tout diagnostic médical avait disparu. Il avait continué à consulter son médecin, et suivait ses recommandations. Le rituel n'avait pas remplacé la médecine, il l'avait accompagnée. Quant à l'homme qui, derrière les rumeurs, avait encouragé les manœuvres, ce personnage resta plus vague, comme souvent avec les réseaux qui agissent dans l'ombre. Certains indices pointèrent vers un ancien concurrent, profitant d'une opportunité pour déstabiliser un voisin. D'autres éléments restèrent inexpliqués. Mais la mécanique avait joué, en rendant, en cherchant la vérité, et en demandant réparation sans haine, Gabriel avait brisé la dynamique qui nourrissait la médisance. Certaines personnes se rependirent, d'autres simplement se retirèrent, privées de l'effet multiplicateur que la peur et la rumeur leur offraient. Il y eut aussi une forme de justice plus intime. Le voisin, qui avait avoué et coopéré, fit des gestes concrets pour réparer. Il parla à des clients qui l'avaient influencé, remit de l'ordre dans des conversations mal orientées, et se retira de certains groupes où la pression morale l'avait conduit à des comportements lâches. Cela ne l'absout pas, mais cela permit à Gabriel de vérifier que la procédure ne cherchait pas à écraser quelqu'un, mais à restaurer des liens. Je tiens à souligner une réalité essentielle, ce récit est un témoignage. Il ne s'agit pas d'un protocole miraculeux et infaillible. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi une voie prudente, mêlant paroles, preuves et gestes symboliques inspirés de pratiques populaires.
Dans d'autres circonstances, la même méthode pourrait ne produire aucun effet notable. La responsabilité morale, la qualité des preuves et l'attitude à la communauté importent beaucoup. Si tu te retrouves dans une situation semblable, agis avec discernement. Rassemble des faits, parle, consulte des proches de confiance, et n'utilise aucun rituel si tu n'es pas sûr de la source du mal. Il y a aussi des limites pratiques que je dois rappeler. N'utilise jamais le vinaigre pour nuire physiquement à quelqu'un. Ne l'ingère pas et ne le verse pas sur une personne ou sur ses biens. Évite tout acte susceptible d'être considéré comme harcèlement ou agression. J'ai vu des récits où une mauvaise interprétation a conduit à des conflits juridiques. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'imprudence. Et si tes symptômes sont physiques, douleurs constantes, perte de poids, problèmes cardiaques, consulte en priorité un professionnel de santé. Les gestes spirituels peuvent accompagner un parcours de guérison, mais ne s'y substituent pas. Au plan moral, souviens-toi d'une règle qu'Élias répétait. Ne joue pas au juge si tu ignores la vérité. Cette maxime est une clé. L'intention te définit autant que l'acte. Un geste fait dans la haine retournera souvent sur celui qui l'exécute. Un geste fait pour réparer et pour rétablir l'équilibre peut ouvrir des portes et amener la vérité dans la lumière. Avec le temps, Gabriel prit l'habitude de tenir son carnet non seulement comme une liste de griffes, mais comme un journal de gratitude. Il nota les jours où un client revint, une conversation retrouvée, un voisin qui le saluait. Cela fut, selon lui, la meilleure preuve que la restauration n'était pas uniquement l'effet d'un rituel, mais d'un changement global. Il avait choisi la parole et l'action mesurée. Il avait cherché à comprendre, et il avait mis en avant la réparation plutôt que la destruction. La sagesse populaire qui l'avait guidé, celle d'anciennes communautés juives que d'anciens mentors partagèrent de bouche à oreille, insistait toujours sur l'équilibre entre vérité et miséricorde. Ce fut, pour lui, une leçon plus grande que la simple disparition d'une rumeur. Quelques mois plus tard, un collectionneur influent revint et choisit un des plus beaux objets de la boutique, celui dont on disait qu'il était maudit par la rumeur. Il sourit en le prenant, demanda l'histoire de sa provenance, et finit par écrire une courte note dans un forum de passionnés. Il semble que bien des choses aient été mal interprétées. L'honnêteté et la patience seront récompensées. Pour Gabriel, ce commentaire fut comme une brèche lumineuse dans un mur longtemps sombre. Ce n'était pas la victoire des armes, c'était la victoire des gestes mesurés et des preuves présentées avec calme. L'un des enseignements que je veux que tu retires de tout cela, si tu considères essayer une pratique semblable, est la suivante. Place la responsabilité au centre. Interroge-toi sur ton intention. Demande-toi si tu as les preuves nécessaires pour considérer qu'il s'agit d'une attaque véritable et concertée. Ne cible jamais des personnes vulnérables, n'utilise pas ces outils pour régler des comptes intimes ou pour obtenir des avantages commerciaux. La sagesse dont je parle ici est une sagesse de réparation, pas d'attaque. Elle appartient à une logique de restauration sociale et personnelle, pas à une stratégie de destruction. Il arrive souvent que des gens me demandent une formule prête à l'emploi. Ce que j'ai partagé avec toi n'est pas une baguette magique, c'est un cadre. Rassembler des faits, parler, agir avec humilité et, si nécessaire, accomplir un geste symbolique qui marque ton intention de faire revenir ce qui t'est infligé à son origine, pour qu'il y soit examiné et transformé. La phrase que Gabriel utilisa est un bon exemple de la tonalité à privilégier. Ferme, orienté vers la vérité, dépourvu d'appel à la douleur. Si tu reprends ces mots, fais-le avec conscience, sans vouloir faire du mal. Avant de conclure, une mise en garde pratique. Manipule le vinaigre blanc avec précaution. Ne l'utilise pas près d'objectifs sensibles comme des œuvres d'art sans protection. Ne le verse pas dans un lieu où il risquerait d'endommager les choses. Évacue-le comme je l'ai décrit, toilette ou sac fermé pour les ordures, et lave-toi bien les mains après. Ne le donne pas à des enfants, et n'en fais pas un substitut à des actions légales quand elles sont nécessaires. Si tu rencontres du harcèlement ou des actions illégales, contacte les autorités compétentes. Les pratiques spirituelles ne doivent pas occulter l'obligation de protéger les autres et soi-même selon les lois du pays. Si tu as été touché par ce récit, si tu te reconnais dans l'histoire de Gabriel, ou si tu es curieux d'en savoir plus sur les petits gestes de sagesse populaire qui aident à restaurer l'équilibre, reviens en raconter ton expérience. Raconte ce que tu as vécu, comment tu as agi, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Partager ton témoignage aide la communauté à discerner ce qui tient de la sincérité et ce qui relève de l'illusion. Et si tu veux entendre d'autres récits inspirés de traditions anciennes, abonne-toi pour que nous continuions à explorer ces chemins de prudence et de rétablissement ensemble. Pour finir,
Retiens ceci. La sagesse juive, dont je parle ici, est évoquée comme une source d'inspiration populaire. Des conseils transmis par des anciens, qui savaient ménager la vérité et la miséricorde. Elle n'est pas présentée comme un commandement sacré tiré d'un texte précis, mais comme une pratique morale, forgée par des communautés qui valorisaient la réparation. L'essentiel est là, chercher la vérité, agir avec humilité, et protéger ta vie sans céder à la haine. C'est dans cette montée vers l'équilibre que la guérison, quand elle vient, trouve sa place.